Bonjour, eh bien j'ai choisi aujourd'hui à la médiathèque municipale où je me trouve très bien installée d'apporter quelques éclairages et quelques informations sur un domaine que j'aime beaucoup, que je trouve intéressant et important. Eh bien il s'agit de la littérature enfantine. Qu'entendons-nous par littérature enfantine Eh bien, elle est très ancienne, bien sûr, elle existe depuis qu'il y a des livres, mais elle s'est développée de manière, disons, massive, accessible à un beaucoup plus grand nombre, à partir des années 1960. Et souvent, on pense, quand on parle littérature enfantine, à des albums illustrés, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a bien sûr toutes sortes d'histoires qui traversent les époques, qui sont des classiques, et puis aussi régulièrement des nouveautés. Et chaque année, en fin d'année, il paraît énormément de choses. La fin de l'année, c'est vraiment l'époque propice pour les nouvelles parutions. Et un organisme qui s'appelle La Joie par les livres recense le meilleur de toute cette production et le présente dans sa revue. Voilà, la revue des livres pour enfants, le numéro qui paraît à la fin de l'année et qui va nous présenter des centaines de nouveautés, de livres donc destinés aux enfants. Alors aux enfants de tous les âges, à partir de la naissance évidemment. La première tranche d'âge, ce sont les 0-3 ans, et puis ça va jusqu'à 15 ans et plus. C'est-à-dire là, on a vraiment déjà les adolescents, les grands adolescents et même les jeunes adultes. Maintenant, à partir de 15 ans, on peut s'intéresser à toutes sortes de thématiques qui intéressent également le jeune public adulte. Alors, cette revue, les bibliothécaires l'épluchent, et puis commande le meilleur de ces livres. C'est concentré dans une petite brochure. Les lecteurs de la bibliothèque maintenant sont habitués à la voir apparaître en décembre ou en janvier. La petite sélection propose une centaine de documents, les meilleurs pour tous les âges, donc comme je le disais à partir de la naissance, jusqu'à 15 ans et plus, et dans tous les domaines, albums, contes, poésie, romans, documentaires, il y a même maintenant des applications, des livres lus, donc des bandes dessinées bien sûr et des mangas. C'est très varié, c'est de qualité et nous traversons en ce moment une période évidemment difficile. Mais la production s'est pas du tout arrêtée dans cette période. Je dirais même que peut-être que le confinement a favorisé des créations. Un auteur, un créateur, quand il veut écrire des documents, s'autoconfine de toute façon, parce que ça demande quand même une certaine concentration, un certain travail. Et on a eu de très belles parutions. Alors, plutôt que de présenter rapidement tout un panel de livres très différents, j'avais envie cette fois-ci de présenter peut-être un peu plus longuement un coup de cœur, un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup aimé, et qui s'appelle « Les secrets de Sinavar ». Ce sont des contes, j'aime beaucoup les contes. Il s'agit de 7 contes d'origine iranienne, plus particulièrement d'une région qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Très originaux, ce sont des contes illustrés et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors je me suis un petit peu renseignée sur l'auteur, ou plutôt les auteurs, ils sont 2. Un illustrateur qui s'appelle Pouya Abassian et puis l'auteur des textes, parce que je ne les connaissais pas du tout. Donc ce sont 2 Iraniens, 2 amis visiblement, parce qu'il y a une excellente complicité entre les 2 qui ont choisi de réaliser cette œuvre. Alors, ils se sont inspirés tous les 2 de la tradition orale de leur pays.
Et ils font référence tous les deux à leur grand-mère. Leur grand-mère qui savait ni lire ni écrire, mais qui était des conteuses absolument extraordinaires. Et leur enfance a été bercée par ces contes que l'on racontait aux jeunes et aux moins jeunes lors des soirées. Il y a toute une tradition comme ça, familiale, qui remonte très très loin d'ailleurs. Il faut savoir que cette région du monde, la Perse, ce qu'on nommait autrefois la Perse, est très riche du point de vue des contes. Ça a donné vraiment des traditions assez extraordinaires. Et d'ailleurs, dans cette tradition, les femmes ont joué un rôle très très important, parce que c'était elles souvent les conteuses. Bon, le conte était oral, bien sûr, il était plus ou moins adapté, et il n'était pas considéré comme un genre littéraire vraiment noble. Donc c'était les femmes qui le propageaient. Et dans ces contes, souvent, les femmes ont un rôle extrêmement actif. Elles se montrent intelligentes, entreprenantes. Elles sont souvent plus malignes. Et c'est vraiment assez intéressant, je trouve. Donc voilà, la grande tradition des contes qui nous viennent d'Orient. Et puis en même temps, ces auteurs n'en sont pas restés là, ils se sont documentés aussi sur l'origine des contes, sur les différentes versions, parce que maintenant on les connaît bien sûr, parce qu'ils ont été retranscrits. Donc ils ont fait tout un travail documentaire sur ces contes et leurs variantes. Et donc l'un des auteurs les a retranscrits en texte. Il s'agit de Nariman Atami. Des textes adaptés au langage d'aujourd'hui, des textes bien écrits, mais relativement simples, que l'on lit avec, je dirais, beaucoup d'aisance et de facilité. Et en outre, ces textes, j'ai trouvé qu'ils ont une qualité très grande, c'est qu'ils se prêtent bien à être lus par un adulte, à des enfants. Ils se prêtent bien à la lecture orale. Alors ensuite, l'illustrateur a travaillé. Et alors là, au pays de Matisse, je me suis sentie en terrain familier, parce que si on regarde les illustrations, on trouve beaucoup de parenté avec l'art d'Henri Matisse. L'auteur s'y réfère explicitement. Alors c'est un dessin fluide, simplifié, très élégant, très simple, mais extrêmement évocateur et poétique. Vous voyez, ces personnages sont on retrouve souvent le héros et l'héroïne du conte, mais tout ça est très, très maîtrisé, très épuré, je dirais. Et c'est un peu la manière de travailler de Matisse, avec des lignes fluides, extrêmement élégantes. On a aussi une gamme de couleurs qui est jolie, qui est douce, qui est poétique, et qui en fait évoque très bien l'atmosphère des contes. Et le texte et dessin se répondent de manière extrêmement intéressante. Vous voyez, en résumé, un très bel album. Un album bien réfléchi, bien préparé. L'auteur explique que c'est un travail qui lui a pris 2-3 ans quand même. Bon, pas à temps complet, bien sûr, mais c'est un album qui a maturé, qui vient vraiment d'une tradition, qui reflète une amitié aussi entre deux jeunes créateurs. Et le résultat, eh bien, il en vaut la peine. Alors, pour la lecture, c'est quand même réservé à des enfants, je dirais, à partir de 8 ans peut-être, parce que c'est quand même assez copieux. On a 7 contes qui font plusieurs pages chacun. Par contre, pour être raconté oralement, ça peut être raconté à des enfants beaucoup plus jeunes. Alors, dernier avantage de ce livre, eh bien, les Occidentaux que nous sommes ne sont pas du tout dépaysés, parce qu'on va retrouver exactement les mêmes motifs des contes que nos contes bien connus en France et en Europe. Ça ne change pas. Les thèmes éternels de l'amour, de l'amitié, de la quête, des épreuves qu'il faut traverser avant d'être récompensé.
sont développés, sont des thèmes essentiels et qui plaisent toujours autant. Un très bel album, donc, Les secrets de Sinavar. Et autres contes d'Iran. Voilà. C'est un album qui traversera les années, je crois, et qui est destiné aux enfants, mais pas que. Également, les adultes, je crois, auront beaucoup de plaisir à découvrir ces contes. Voici un extrait de Sept filles et sept garçons, du livre « Les secrets de Sinavar ». Il y avait deux frères qui vivaient dans une même ville. L'un était père de 7 filles, et l'autre de 7 fils. Mais celui-ci ne cessait de se moquer de son frère. « Comment va le père des 7 juments ?» lui disait-il en ricanant chaque fois qu'il se voyait. Et l'autre, ne sachant quoi lui répondre, se contentait de baisser la tête. Un jour, sa fille aînée le trouva assis, très triste. « Père, que t'arrive-t-il ? » Ton oncle ne cesse de m'appeler le père des 7 juments et je ne sais quoi lui répondre. Eh bien, demain, quand tu le croiseras, réponds-lui « Bonjour à toi, père de 7 ânes. Prenons l'une de mes filles et l'un de tes fils, qu'ils partent ensemble en voyage et puis, à leur retour, nous verrons bien lequel des deux aura réussi le mieux durant tout ce temps. » Le père se sentit tout ragaillardi. Et, le lendemain, quand son frère lui lança comme à son habitude. « Comment va le père des 7 juments ?» il lui répondit avec aplomb. « Bonjour à toi, père de 7 ânes. Prenons l'une de mes filles, et l'un de tes fils, qu'ils partent ensemble en voyage, et puis, à leur retour, nous verrons bien lequel des deux aura réussi le mieux durant tout ce temps. » Et son frère accepta le défi, qu'avait-il à perdre? Un fils n'était-il pas plus adroit par nature, et n'avait-il pas toutes les chances de mieux réussir qu'une fille? Quelque temps plus tard, les deux cousins se mirent en route. Ils galopèrent jusqu'à un croisement où se trouvait une grande pierre qui portait cette inscription. Quiconque prendra ce chemin reviendra. Quiconque ayant pris ce chemin-là n'en est jamais revenu. Pour connaître la suite de l'histoire, le livre peut être emprunté à la médiathèque. Je vous ai présenté un album récent qui vient d'être édité et maintenant je vais vous présenter un album un peu plus ancien, Chien bleu, bien connu certainement dans les écoles maternelles et primaires. Alors pourquoi Chien bleu? C'est un album qui m'avait beaucoup frappé, qui a beaucoup de succès et je viens d'apprendre que l'éditeur, l'École des loisirs, fête les 30 ans de Chien bleu qui traverse les années et qui est devenu ce qu'on appelle un classique. Un classique, c'est un livre qui ne vieillit pas, qu'on a toujours autant de plaisir à découvrir. Voilà, ce chien bleu qui peut paraître très mystérieux. Alors, l'auteur, c'est Nadja. Nadja, qui est bien connue maintenant des amateurs de littérature enfantine. Elle a de qui tenir parce que sa maman, Olga Lecaille, était déjà une grande auteure pour enfants à l'École des loisirs et c'est la sœur de Grégoire Solotareff, également grand écrivain pour les jeunes. Donc c'est une famille qui vraiment baigne dans la littérature enfantine. Alors, c'est lié aussi à l'activité de l'éditeur qui s'appelle l'École des loisirs, qui est maintenant bien connue des enseignants notamment et de beaucoup d'enfants pour toutes ses réalisations depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça constitue vraiment presque une sorte de bibliothèque idéale des enfants. Alors, cette histoire de chien bleu, qui peut paraître un peu bizarre, c'est l'histoire au départ de l'amitié entre une petite fille et un mystérieux chien bleu. Mais la famille n'admet pas vraiment le chien, la maman va chasser le chien. Alors, pourquoi un chien bleu? Eh bien, on est là dans un univers de contes, un univers poétique. Les enfants l'acceptent très bien, entrent très bien dans cette convention. On peut y voir aussi un symbole de la différence aussi. C'est important. Donc, le chien est chassé, la petite fille va aller à sa recherche et elle va passer dans la forêt une nuit de terreur parce que il y a
mystérieuse bête qui vient les agresser, et c'est Chien Bleu qui va la défendre. Voilà le monstre qui arrive. Et c'est Chien Bleu qui, toute la nuit, va se battre pour sauver la petite fille. Alors, cette histoire, certains parents vont dire c'est un petit peu effrayant, mais les enfants ne sont pas du tout effrayés par cette histoire. Parce qu'en fait, la grande richesse de cette histoire, c'est que chacun peut y mettre ce qu'il veut. On peut penser, bien sûr, au cauchemar de l'enfant. Tous les enfants, à un moment ou à un autre, font des cauchemars. On peut penser aussi à tout ce qu'il y a de mal, peut-être, tout ce qui fait peur, tout ce qu'on ne contrôle pas. Et rassurez-vous, comme dans les contes, l'histoire finit très bien. Chien Bleu va ramener la petite fille en sécurité au sein de sa famille, et tout ça se termine très bien, il est admis. Tout est dit en quelques mots, en quelques images évocatrices. Encore une fois, la grande richesse de cette histoire, c'est que chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et les enfants adhèrent, je pense, spontanément à cette histoire, qui reste un petit peu, qui a un côté aussi un peu mystère, et ça fait tout son charme. Alors également le très beau dessin de l'auteur, vous voyez ces couleurs pures, il s'agit de ce qu'on appelle en art le bleu d'un grand peintre qui était Klein. Matisse aussi a également beaucoup utilisé ces couleurs pures, je pense qu'il s'agit de gouache certainement. Alors, à l'occasion des 30 ans de Chien Bleu, des éditions spéciales ont été réalisées. À la médiathèque, on peut également se procurer une version DVD en album filmé. Alors, c'est pas un dessin animé, mais ce sont les albums de l'image très bien filmés, avec un conteur qui raconte l'histoire. Ça plaît également beaucoup aux enfants. L'éditeur L'École des loisirs a ainsi présenté ses meilleures histoires. Donc c'est une formule extrêmement intéressante. Alors je souhaite encore longue vie à Chien Bleu qui, dans 30 ans, sera également toujours, je crois, un classique apprécié de tous les enfants. Et ça peut être abordé, évidemment, très très jeune. Alors le grand format aussi permet à l'illustration de se présenter. Voilà pour Chien Bleu. Voilà, je vous ai présenté 2 albums de la littérature enfantine, l'un récent, l'autre un peu plus ancien. Évidemment, il y en a énormément d'autres pour tous les goûts, toutes les sensibilités et tous les âges. C'est un secteur important de la médiathèque municipale, dans ce coin des enfants qui se trouve derrière moi. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de classiques qui sont conservés, sans cesse réédités d'ailleurs. Et puis aussi, donc comme je le disais, chaque année, l'apport des meilleures nouveautés. Alors, ça me semble très important, cette littérature enfantine, que l'enfant ait accès à cette littérature, parce que je trouve que vraiment c'est le meilleur moyen de bien apprendre à lire. Tous les parents, bien sûr, souhaitent que leur enfant traverse ce cap qui est pas facile. C'est pas facile d'apprendre à lire. C'est une activité très difficile, la lecture. On demande beaucoup à l'enfant. Et quelle que soit la méthode, finalement, moi je pense que ce qui importe le plus, c'est la motivation de l'enfant. Si on lui raconte des belles histoires, si très tôt on le met en contact avec le meilleur de cette littérature enfantine, il sera motivé et quelle que soit la méthode utilisée, ça n'a qu'une importance très secondaire, il apprendra à lire de manière, je dirais, presque naturelle, miraculeuse, et puis il deviendra un lecteur. Donc il faut lui fournir beaucoup d'aliments, je dirais. Bon, les livres, évidemment, ça coûte relativement cher. Enfin, c'est pas si cher que ça si finalement on compare à d'autres produits comme les jeux vidéo ou des jouets en plastique dans d'immenses boîtes de carton et puis il y a 3 fois rien. Alors un livre ça se conserve et finalement ça n'est pas si cher que ça. C'est important que l'enfant ait des livres et quelques livres à lui, puisse fréquenter les bibliothèques. Alors heureusement de nos jours, l'éducation nationale, je dirais, s'est convertie à la littérature enfantine maintenant depuis
depuis longtemps. Pendant longtemps, on a connu des bibliothèques de classe extrêmement tristes, avec des livres fatigués dont on se débarrassait, ou de qualité relativement médiocre. Et depuis pas mal d'années, la littérature enfantine est maintenant au programme de formation déjà des maîtres qui connaissent beaucoup mieux cette littérature. Elle se développe aussi naturellement. Et l'Éducation nationale publie d'ailleurs régulièrement des listes de livres adaptés aux âges différents qui sont vraiment d'excellente qualité. Il y a un choix d'œuvres qui est excellent. Et les enseignants connaissent bien, surtout dans les écoles maternelles, mais aussi les écoles primaires, les enseignants connaissent bien maintenant des auteurs, des courants différents. Donc les enfants, par l'école, peuvent accéder quand même à une littérature de qualité. Il y a bien sûr les bibliothèques. Au Cateau, nous sommes très bien placés, bien sûr, avec cette bibliothèque dont je ne rate jamais une occasion de faire la promotion, parce que le choix est vraiment vaste et très bien. Et puis l'accueil, le conseil sont toujours là. Donc c'est vrai que les familles, beaucoup de familles d'ailleurs, beaucoup de parents viennent avec leurs enfants et peuvent leur choisir de nombreux livres. Alors la question peut se poser aussi de leur acheter des livres. Alors comment faire pour acheter des livres ? Parce qu'il faut avouer que nous ne sommes pas dans une région très bien placée sur ce plan-là. Si nous habitions à Lille, je pourrais conseiller la librairie Le Bateau Livre, puis il y en a d'autres, les Lisières à Roubaix, etc., qui diffusent des choses de très très grande qualité, mais ça n'existe que dans les grandes villes. Bon, pour les gens qui peuvent se déplacer à Cambrai, Valenciennes, à Cambrai notamment, il y a la librairie Bonduel, excellente librairie, pas très visible. C'est situé tout à fait à proximité du Furet, un petit peu derrière, et qui, malgré des locaux très restreints, propose un choix de livres de très grande qualité. Alors, en l'absence de proximité de fournisseurs, parce qu'il faut bien avouer que la plupart des supermarchés ou des maisons de la presse proposent un choix, bon, je ne voudrais pas être méchante, mais c'est relativement déplorable quant à la qualité, ou tout au moins très médiocre, même s'il y a quelques exceptions. On peut donc acheter ces livres soit sur Internet, si on est habitué à Internet, il n'y a pas que Amazon d'ailleurs. La plupart des grands éditeurs pour enfants proposent des sites où on peut commander des livres, l'École des loisirs par exemple, il y en a d'autres bien sûr. Mais on peut également commander des livres. Si on a des références précises, les maisons de la presse, la maison de la presse du Cateau, prend les commandes et les assure dans des délais relativement raisonnables, sans frais de port en plus, donc ce qui est extrêmement intéressant. Alors, pour commander des livres, la référence à avoir, en fait, bon, il y a le titre du livre, l'auteur, bien sûr, mais surtout, ce qu'il faut avoir, en fait, c'est ce que nous nommons l'ISBN, International Standard Book Number. Voilà, c'est une espèce de petit code barre, qu'on va trouver au dos du livre. En bas du livre, généralement, il y a un code barre avec en dessous une série de chiffres. Eh bien, il faut relever ces chiffres. Généralement, maintenant, l'ISBN du livre est toujours donné sur Internet ou par les éditeurs. C'est rare de ne pas l'avoir. Parce que si vous voulez commander, par exemple, le Petit Chaperon Rouge, votre libraire va vous répliquer, il y a au moins une centaine de versions différentes. Tandis que si vous arrivez avec l'ISBN du livre, on prend la commande très très facilement et on peut vous vérifier tout de suite la disponibilité du livre et puis le commander et le recevoir en quelques jours. Donc il n'y a pas que Internet, il faut penser également aux librairies de proximité, aux maisons de la presse et offrir des livres aux enfants, c'est un beau cadeau qu'on leur fait. Je pense en particulier aux grands-parents. Alors, bien sûr, les éditeurs font des efforts parce qu'il y a les versions, vous voyez, ces versions cartonnées qui, généralement, quand même, ne sont pas toujours données.
même si ça reste relativement raisonnable en prix. Mais souvent, les éditeurs, pour leurs plus grands classiques, prévoient des petites éditions brochées qui sont un peu moins chères. Et ça permet d'en acheter, évidemment, un peu plus. Et de faire plaisir à l'enfant, qui va souvent, une histoire comme Chien bleu, ça peut se lire, mais ça peut aussi se relire et se relire. L'enfant va y trouver toujours des choses différentes et va avoir plaisir à s'imprégner de cette histoire, et ça va l'aider très très bien pour ce fameux apprentissage de la lecture. Ça va lui ouvrir des horizons, et croyez-moi, par ces temps de confinement, les lecteurs sont peut-être un peu moins malheureux que les autres personnes. Bon, ils le sont quand même, bien sûr, parce qu'on manque de relations sociales, mais la lecture, c'est vraiment une activité qui libère, qui oxygène et qui permet d'ouvrir des horizons. Voilà. Comment connaître tous ces livres pour enfants, tous ces meilleurs livres? Il y a bien sûr les outils papier dont je vous avais parlé, la petite sélection de livres. Il en reste d'ailleurs encore quelques-unes à la médiathèque. On peut venir en chercher une. La revue, mais il y a également des sites internet qui sont extrêmement bien faits, qui proposent des listes par âge, par thème, où on peut vraiment s'adapter à l'enfant, parce que chaque enfant est différent et a ses centres d'intérêt. Les petites filles aimeront la danse, d'autres aimeront les chevaux, le football, seront attirées par un thème particulier, ou alors il peut se passer aussi des événements tels que la disparition d'un grand-parent, etc. On peut vouloir évoquer des thèmes plus sensibles. C'est pas nécessaire d'en parler avec tous les enfants, mais le thème de la séparation, de la différence, de la mort, ce sont des thèmes aussi abordés dans la littérature enfantine, et ça peut aider quelquefois les familles à travers des moments difficiles pour plus de sérénité. Alors, mon site préféré, c'est le site du Centre national de littérature jeunesse, le CNLJ, qui a un site extrêmement complet, très bien fait. Enfin, c'est quelquefois un petit peu rébarbatif parce que c'est fait aussi pour les professionnels, mais c'est vraiment le meilleur site. Il est rattaché à la Bibliothèque nationale de France et on trouvera sur ce site les nouveautés régulièrement, le meilleur des nouveautés régulièrement remis à jour et présenté, et puis aussi ce qu'ils appellent la bibliothèque idéale. Alors, pour les enfants à partir de la naissance, jusqu'à 15 ans et plus, c'est groupé par genre, par tranche d'âge. On y trouvera donc énormément de références. Et puis, il y a bien sûr notre médiathèque départementale de Pré, dans le département du Nord, qui fait un excellent travail et qui diffuse également des références de qualité. On y trouvera sur le site donc de la médiathèque départementale du Nord, il suffit de taper MDN, on le trouve très facilement. Des bibliographies, en particulier j'en ai remarqué une pour les bébés, pour les tout petits, qui est vraiment très bien faite, et puis des sélections régulièrement, chaque trimestre, des sélections de livres jeunesse. Et un site où je ne m'attendais pas à trouver finalement une liste aussi intéressante, c'est le site de notre communauté de communes, du Cathésique Audrézy. On y trouve à l'onglet Petite enfance et actions scolaires, on y trouve le catalogue de la bibliothèque scolaire intercommunale. Alors c'est très pratique parce que c'est présenté par cycle scolaire dans l'école maternelle et primaire, et ça peut être très pratique pour les parents pour avoir de nombreuses références de livres soigneusement choisis et de qualité. Je vais encore rappeler que la médiathèque est ouverte, elle est ouverte à tous, vous pouvez venir sans problème. L'équipe a bien préparé votre parcours, il y a des sens de parcours, l'aller, le pré, le retour. Les livres sont nettoyés, désinfectés, et puis nous avons la chance extraordinaire d'avoir un local, je dirais, de belle ampleur, avec une belle hauteur de plafond, de l'espace, c'est très aéré, on n'est pas du tout dans un petit local confiné, donc sans séjourner évidemment nombreux et longtemps, mais il est tout à fait possible de venir emprunter ces livres qui sont encore une fois bien nettoyés, et ça constitue vraiment une distraction tout à fait appréciée par les temps qui courent.